tout de suite la thématique pour planter le décor et on retrouve notre expert du jour. C'est parti. Les représentations dans l'entreprise, la délégation, les syndicats, le comité sécurité et hygiène au travail sont obligatoirement élus dans tous les établissements assujettis portant Code du travail. Pour la défense des droits des employés ou autres, il faut vraiment une représentation pour pouvoir les représenter au niveau des responsables des entreprises et autres. Pour pouvoir défendre leurs droits en fait. C'est très important parce que ça permet un meilleur maintien du climat social en entreprise. Vous savez que vous avez beau avoir les meilleurs outils, les meilleurs hommes, si l'environnement de travail, si la paix sociale n'est pas garantie dans l'entreprise, vous n'aurez pas de productivité effective. Des représentations utiles, certes, mais quelquefois indexées. Le côté négatif, c'est que souvent, on constate que lorsque ces différents comités rentrent en grève, entre guillemets, comme on le dit, le service minimum, soit dans les différentes entreprises ou que ce soit dans les cadres de la santé, ne sont pas souvent respectés à vue d'œil. Se sentir en sécurité sur son lieu de travail, où l'on passe souvent plus de temps qu'à son domicile et dans un environnement sûr et salubre, permet une meilleure productivité de la part du salarié. Et c'est l'employeur qui est le plus heureux. Le comité santé est très très important. Vous savez, dans les pays développés, les gens mettent un accent, un focus sur la santé. Parce que si les travailleurs ne sont pas en bonne santé, cela va automatiquement avoir des répercussions sur la productivité du travailleur. Voilà, un travailleur en bonne santé, sa productivité, on a plus de chances d'avoir une productivité plus élevée. Voilà, on a la chance d'avoir un travailleur qui sera plus productif au travail. Donc les deux vont de pair, la santé et la productivité. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des comités qui gèrent la santé des travailleurs. On les appelle les CSST, donc Comité Santé et Sécurité au Travail. Donc ils veillent donc à l'application des normes en matière de santé et sécurité sur le poste de travail et sur l'ensemble de l'environnement professionnel. Ils sont également garants de l'application des décisions de prévention en matière de maladies et d'activités professionnelles. Donc c'est un peu le rôle de ce comité-là. En Côte d'Ivoire, plus de 7000 cas d'accidents de travail ont été enregistrés en 2016. Un chiffre qui interpelle quant à la nécessité de prendre en compte la prévention dans le programme de gestion dans les entreprises. On fait en sorte de sensibiliser l'ensemble du personnel par le biais donc, des représentants du personnel à ce comité à l'application scrupuleuse des règles et des précautions à avoir lorsqu'on est à son poste de travail. Par exemple, pour ceux qui travaillent à la menuiserie, se protéger le nez avec des cache-nez, avoir des gants, des chaussures de sécurité, déjà ce qu'on appelle les EPI, les équipements de protection individuelle, donc les porter régulièrement. Pour ceux qui vont traiter le linge, par exemple au niveau des étages, se mettre des gants, ne pas traiter le linge à main nue, donc se mettre des gants. Pour celui qui est à la section soudure, se protéger les yeux avec les lunettes de protection. Donc, c'est ces petites choses-là qu'il faut respecter scrupuleusement pour éviter qu'on soit confronté à des situations désastreuses. Les charges de réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles s'élèvent à plus de 3 milliards de francs CFA. Et voilà qui nous lance dans les échanges sur ce sujet. Bonjour à vous, monsieur Zawi Valentin. Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, monsieur. Alors, nous allons parler de plusieurs organes, mais commencer par les définir. On parle de délégations, de syndicats et de comités de santé, d'hygiène de travail. Qu'est-ce que c'est? Écoutez, la délégation du personnel, c'est que dans une entreprise, la loi dispose que dès l'instant où on a 10 employés plus 1, à partir de 11, il faut un délégué du personnel. Okay. Le rôle de la représentation du personnel, il y a plusieurs éléments qu'il faut prendre en considération. La loi l'institue parce qu'on estime que dans un milieu où on va dire les ambitions, les intérêts sont divergents, il faut un minimum de cadrage. Et pour prendre une image, je veux dire,
le délégué du personnel est pour l'entreprise ce que l'opposant est pour une république. Il y a un pouvoir, il faut un contre-pouvoir. Parce qu'autrement, le pouvoir... Ben, je vous en prie. Ça précise. Hein? C'est un historien, philosophe, Lord Acton du 19e siècle qui le dit. Le pouvoir corrompt, le pouvoir absolu corrompt absolument. Donc le délégué, il est là pour permettre aussi au chef de l'entreprise de bien faire le travail dans l'intérêt de tout le monde. Donc ça, c'est pour la délégation du personnel. Après, effectivement, M. Eric Kati-Koulibaly l'a bien mentionné, le comité de santé et de sécurité au travail, précédemment comité d'hygiène avec l'ancien code, est aussi là pour travailler à préserver l'intégrité physique et morale des employés. Parce qu'on vient en entreprise pour se réaliser, on vient pas pour s'épanouir, effectivement. Donc il faut un minimum de conditions pour que les salariés puissent travailler correctement. Voilà. Et puis après, vous avez parlé de... Il y avait un dernier point, je crois. Syndicats. Ben, les syndicats aussi, effectivement, qui peuvent exister dans l'entreprise, mais pas forcément. Je dis, il peut y avoir, effectivement, prenons le cas de la RTI, ce qu'on appelle des syndicats professionnels. Donc des salariés qui décident de s'organiser par rapport à la spécificité de leur activité pour défendre aussi les intérêts de l'entreprise. Donc, délégués du personnel et syndicats, c'est un peu la même famille, mais bon, il y a quelques petites nuances quand on considère les relations ou les interactions, pardon, avec le chef d'entreprise. Parce que le chef d'entreprise, autant il a l'obligation de travailler directement avec les délégués du personnel, les syndicats interviennent à la demande des délégués quand c'est une représentation, il faut préciser. Monsieur Zawi, vous avez eu à charge des centaines de personnes dans le cadre de vos activités professionnelles. Alors, est-ce qu'il y a un distinguo qu'on doit faire par rapport à 10 plus 1 ou à 500, 600? Est-ce qu'il y a une autre approche? Il y a d'autres choses qui entrent en ligne de compte au-delà de ce qu'on a cité là? Écoutez, déjà, comme je dis, là on parle d'une matière qui est régie par la loi. Je veux dire, voilà, c'est la loi qui le dit. Hein, la loi, le législateur a estimé que dans une entreprise, vous avez le droit, vous, en tant que citoyen, de créer votre structure, votre entreprise, c'est votre droit. Mais pour autant, vous aurez observé que ce n'est pas tout seul qu'on produit de la richesse. On a toujours besoin d'autres personnes. C'est parce que vous utilisez les gens, justement, que de les exploiter. Le mot est peut-être. Donc, la loi dit que dès l'instant où vous avez dans une entreprise 10 employés plus 1 permanent, ça veut dire minimum 6 mois de présence, ben, il faut que ces personnes-là soient représentées par rapport donc même ces 500, 600, il n'y a rien d'autre qui entre en ligne de compte. Hein. On reste toujours dans la même nomenclature. La même configuration. Oui, voilà. Déjà, pour définir le nombre par exemple, des délégués, ben, c'est le décret de 96 justement qui définit. On vous dit, par exemple, de 11 à 25, il faut un délégué titulaire, il faut un suppléant, de 26 à 50, etc. Voilà. Donc, après, il y a le nombre de délégués, mais quand il faut passer à l'élection, on définit les collèges, collège ouvrier employé et collège des cadres. Donc là, c'est une autre paire de manches. Alors, pour chaque entité, comment cela fonctionne et comment cela est instauré dans les entreprises? Entité, vous voulez dire le délégué du personnel? Le délégué du personnel, comité de santé, voilà. Alors, effectivement, les délégués du personnel, comme je l'ai dit, c'est la loi qui l'institue. Donc, ils ont des obligations, ils ont aussi naturellement des droits. Le chef d'entreprise a l'obligation déjà de veiller à ce qu'il est délégué. Parce que généralement, la délégation du personnel... Pour l'histoire, ça remonte à 1937 dans notre pays, déjà à l'époque coloniale. Il y a encore des chefs d'entreprise qui voient les délégués du personnel comme des ennemis. Comme le diable. C'est juste l'opposition, mais ce n'est pas l'ennemi. Vous êtes responsable de vos propos, M. Govoy. Oui, mais c'est un peu ça, malheureusement. Comme les opposants, c'est ça. Oui, malheureusement, il y a une mauvaise perception. Alors que je dis toujours à certains clients, à des confrères, que non, les délégués ne sont pas nos ennemis, ce sont des partenaires. Ils nous aident à avoir... Partenaires sociaux. Oui, voilà. Ils nous aident à avoir ce qu'on ne voit pas. Je veux dire, comme des chefs d'entreprise, si vous dites le pouvoir, il est à moi, tout ce que je fais ce que je veux, derrière, les gens peuvent en pâtir. Donc, le délégué, il est là un peu comme l'effet miroir. Celui qui vous dit, ah, monsieur, chef, ah, vous êtes allé là, voilà ce que ça peut avoir comme conséquence. Bon, on n'a pas assez de temps. Qu'est-ce que le délégué ne doit pas faire ou ne peut pas faire? Quelles sont les limites d'un délégué? Ben, écoutez, le délégué, il a des droits, mais il a aussi des obligations. Je veux dire, autant la loi vous dit, par exemple, les délégués, vous avez dans le mois 15 heures pour vos activités syndicales ou enfin par rapport à votre statut de délégué, mais pour le faire, il faut l'autorisation préalable de vos chefs d'entreprise. Je veux dire, le délégué ne se lève pas comme ça le matin dans l'entreprise, il va rencontrer les employés pendant qu'ils sont en train de travailler. Non, non. C'est organisé. Il faut une autorisation préalable. C'est parce qu'on est délégué qu'on peut tout se permettre. Le délégué peut aussi être licencié. Donc c'est un salarié, il reste un salarié. Mais pour lui, il faut une autorisation préalable de l'inspection du travail et des lois sociales. On ne licencie pas un délégué comme on licencie tous les employés, enfin
un employé ordinaire. Alors, en quoi le rôle du délégué syndical diffère de celui du délégué de personnel? Alors, parce que un syndicat peut être national et peut avoir une représentation dans l'entreprise. Mais il peut aussi avoir ce qu'on appelle un syndicat maison. Bien entendu, dès l'instant où le syndicat est dans la maison, que ce syndicat a des délégués du personnel, parce qu'il faut faire la différence. On peut être délégué du personnel sans être affilié à un syndicat. Ça, il faut que ce soit clair pour tout le monde, comme on peut être délégué, mais adossé à son syndicat. Bien entendu, si on a des délégués du personnel qui sont adossés à un syndicat, qui sont dans leur entreprise, ben, ils sont concernés par les préoccupations, n'est-ce pas, des uns des autres. Ils sont appelés aux échanges, aux rencontres que le chef de l'entreprise doit avoir, et ils ne décident pas. C'est important, parce que parfois, on fait une confusion. Oui, il y a la nuance. Voilà, les délégués ne décident pas à la place du chef de l'entreprise. Ils donnent leur avis, ils font des propositions, ils ne co-gèrent pas. Des avis motivés. Voilà, motivés. Susciter aussi. Voilà, quitte au chef d'entreprise de voir s'il y a un intérêt et d'en tenir compte. Syndicat, voilà. on est dans le syndicat, Oui. on reste dans le syndicat. Oui. Alors, le syndicat a une certaine particularité. Une certaine particularité, vous l'avez dit, ça peut être un démembrement, comme ça peut être un syndicat même maison. Tout à fait. Alors, quelles sont les conséquences que ça implique pour chaque cas? On va revenir là-dessus. Si, par exemple, c'est un démembrement d'un grand syndicat. Alors justement, si c'est un démembrement pendant un syndicat national qui a une représentation, là on parle des délégués syndical, mais qui est désigné par son syndicat. Ce n'est pas la même chose. Ce délégué syndical-là, son mandat, il est indéterminé. C'est pas le même poids aussi? Alors, c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Si c'est un syndicat maison, c'est différent. D'accord. Le syndicat maison a plus de poids. Les prérogatives sont différentes. C'est ce qu'on veut. Voilà. Parce que s'il est dans la maison, comme j'ai dit, en plus, si ce syndicat a des délégués du personnel, c'est important, bien entendu, ça donne encore plus de poids à cette structure-là d'être présente là où il faut pour discuter des conditions de travail des salariés. Voilà. D'accord. Et ça nous emmène à vous poser la question de savoir quel est le rôle de ces syndicats au sein de l'entreprise et pour les salariés, qu'est-ce que ça leur apporte? Alors, un syndicat qui existe a pour mission première, objectif premier, de défendre les intérêts, n'est-ce pas, des travailleurs par rapport à leurs conditions de travail, aussi par rapport à l'environnement professionnel. Donc, fondamentalement, c'est cela. Le syndicat est là dans l'entreprise pour veiller à ce que les droits acquis, par exemple, des salariés ne soient pas remis en cause. Et c'est ça, c'est la loi qui le dit. Dès l'instant où vous m'avez accordé un avantage, pour me le retirer, il faut que je sois d'accord. Il faut que moi, qui en bénéficie, je donne mon avis. Autrement, voilà. Mais donc, le syndicat est là pour veiller à ce que les employeurs, les salariés soient protégés dans leur... Ça, c'est ce qu'on dit officiellement. Tout à fait. Tous les spécialistes le pragmatisme en action. Oui, mais honnêtement, concrètement, c'est triste à dire peut-être des fois, mais dans nos pays en voie de développement, les syndicats sont de plus en plus politisés. C'est pas si à la solde. Vous, attendez, je finis ma question. Hein. Je ne sais pas si vous, en tant que gestionnaire des ressources humaines, vous intégrez cet élément là-dedans aussi, ou bien si vous ne le voyez pas, ou si vous faites semblant de ne pas le voir, mais nos pays, les syndicats sont super politisés. Est-ce que vous en tenez compte? Écoutez, M. Gouva, je suis heureux de vous l'entendre dire. Je peux anticiper, c'est votre observation. Je faillis dire, quand je prends ma casquette de sociologue, oui, j'observe avec vous que malheureusement, beaucoup de syndicats glissent sur le terrain politique. Écoutez, ce sont les réalités du terrain. Il appartient à tout chef d'entreprise aussi de recadrer ça. Je veux dire, quand on est une entreprise, quand on se rend compte que le syndicat va sur un chemin qui n'est pas le sien. Parce qu'à les élections syndicales, on est surpris de voir que lui, ce tel candidat-là, il est sponsorisé par un autre, par une telle obédience. On voit des moyens dignes des campagnes à l'américaine. Après, il faut aussi faire attention à une chose, parce que le terrain syndical... et quand vous prenez le terrain de la politique, voilà. Donc, il peut y avoir un parallèle, c'est pas seulement chez nous, en Europe, dans les pays développés, vous voyez des responsables syndicaux qui, le lendemain après, sont des responsables politiques. Mais il faut, effectivement, la loi est là pour réguler les choses. Et vous l'avez dit il y a plus tôt, il y a beaucoup de lois. Ce qui est important, c'est de travailler à faire respecter ces lois-là. Voilà. Donc, je pense qu'il appartient à ceux qui sont en charge, aussi bien à l'inspection du travail que la CNPS pour la partie santé et tout le reste, de travailler à ce que les lois qui ont été promulguées soient respectées sur le terrain. Et là, c'est vrai que c'est un grand chantier.
Alors, et quand nous nous trouvons dans le cas où le syndicat au sein de l'entreprise se retrouve à être un peu à la solde, on va dire, du patronat, quel est le recours du salarié? C'est aussi un fait. C'est une question qui revient souvent, qui m'amène à évoquer. J'ai un de mes maîtres dans la fonction qui disait que, et je fais le parallèle pour répondre à votre question, quand on est DRH, un bon DRH, il est à la fois super délégué et super gendarme. C'est bien. Super délégué parce qu'il faut qu'il défende les intérêts des employés quand il ne faut pas non plus spolier les gens de leurs droits. Donc ça, quand le DRH, il faut assumer. Mais aussi le DRH doit veiller à ce que l'entreprise perdure. Donc il faut, quand quelqu'un a fauté, il faut savoir faire l'équilibre. Il faut, quelqu'un qui a volé, qui a fraudé, qui doit partir, il faut faire partir. Doit-on s'inquiéter quand le patron et le responsable syndical marchent trop, prennent leurs vacances ensemble, s'entendent trop? Est-ce qu'on doit s'en inquiéter ou bien on doit se dire non, ça y va de la santé de l'entreprise? Non mais, pardon, excusez-moi, on ne peut pas empêcher des personnes... Mais ça peut être subjectif ou suspect. Oui, mais vous savez, dans les relations interpersonnelles... C'est comme deux rivales qui s'entendent. Oui, non, mais attendez, non, attention, ça pose le problème. Non, ça m'amène à évoquer le principe des statuts et rôles. On est dans un jeu de rôle en entreprise. On peut avoir des relations personnelles, mais quand on intervient en tant que syndicaliste... À la table de négociation, il n'y a pas de cadeau. Voilà. Il ne devrait pas y avoir de cadeau. Mais quand on est à la table de négociation, comme vous le dites, là, on reprend sa casquette et on doit faire le job pour lequel on a été mandaté par ses pairs. Donc voilà, je pense que non, fondamentalement, ça ne me pose pas de problème si on ne paie pas de vue l'essentiel. C'est pas parce que le chef d'entreprise sera en train de déjeuner ou prendre le café, même chaque jour avec le syndicaliste qu'on va... Après, il faut l'apprécier par rapport à ce qu'il fait sur le terrain. Il ne faut pas avoir d'a priori, je pense. Hein. Autrement, bon, on n'aurait pas de relation. Mais justement, je vais insister sur le recours. Quand c'est avéré que le syndicaliste, ma foi, il ne milite que pour sa cause personnellement. Oui. Quel est le recours du salarié ou du comité pour se défendre? Non, alors, quand c'est un délégué du personnel, parce que je préfère plutôt beaucoup plus parler parce qu'ils sont sur le terrain. Le délégué, il est élu pour 2 ans, renouvelable. Voilà. Donc, si j'en observe que le délégué qui a été élu ne fait pas le travail, on patiente. Aux prochaines élections, on ne va pas voter pour lui. Mais si, s'il est bien arrimé, s'il a une base solide, s'il y a des gens derrière, il peut être là ad vitam. Enfin, mais justement, vous parlez de syndicats. Je suppose, le syndicat est constitué de salariés. Le responsable syndical, il est porté par des salariés. Si ceux qui l'ont porté à ce niveau-là estiment de façon avérée qu'il ne fait plus le travail pour lequel il a été mandaté, ils sont tout à fait fondés à le démettre et à... Oui, d'accord, mais écoutez, Marcelin, je ne veux pas non plus... C'est la réalité. Moi, je suis plutôt du côté de ceux qui voient le verre à moitié plein. Voilà. Il faut voir le verre aussi. Il faut pouvoir distinguer le verre d'abord. Oui, mais tout n'est pas noir non plus, Marcelin. Oui, bien sûr, mais je suis d'accord avec vous. Quand on constate des anomalies, c'est pour ça que la loi, c'est ce qu'il y a de bien dans une république. Je veux dire, la loi est là pour... Il faut la respecter, la loi. Exactement. Et l'appliquer surtout. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. Donc, quand on constate, le délégué syndical dont vous parlez, il est en mission pour le compte de sa structure. Ce n'est pas une affaire personnelle. Officiellement, oui. Mais oui, oui, parce que des fois, on milite pour pouvoir se mettre au soleil et tout ça. Monsieur Zawi, c'est la réalité. Écoutez, si la personne se met au soleil au détriment de ceux qui l'ont mandaté, il y a un problème. Et c'est ce que je vous dis. Dans ce cas, ceux qui l'ont mis là sont tout à fait fondés à dire, écoutez, messieurs, vous ne prêchez que pour votre propre chapelle et finalement, vous allez l'oublier. Nous, on va prendre quelqu'un d'autre pour faire le travail. C'est le recours. Parce qu'autrement, je veux dire, on n'est pas chez la police à côté pour dire, écoutez, mais non, c'est pas ça. Il y a les tests et les tests règlent le problème voilà. Il nous reste 5 minutes, on va essayer de les consacrer au comité de santé et sécurité. Alors, le comité de santé sécurité au travail, vous voyez, c'est un peu l'autre pendant. Quand on parle chez nous, il y a le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'emploi, c'est le ministère du Travail, avec l'inspection du travail, qui administre le travail, n'est-ce pas, qui contrôle, qui conseille, qui concilie et tout le reste. Et de l'autre côté, vous avez la prévoyance sociale, donc l'IPS-CNPS, qui est là pour veiller à ce que les salariés dans leur entreprise travaillent dans des conditions, j'allais dire, minimales de confort en termes de préservation de l'intégrité. Donc, ce comité existe dans l'entreprise et les membres du comité, les employés qui y sont, bénéficient de la même protection
que les délégués du personnel. Hein. Donc, oui, c'est important, il faut le souligner. Parce que, par définition, on n'y va pas pour passer la pommade au chef d'entreprise. Quand il y a des problèmes, il faut les soulever. Il ne faut pas non plus que pour ça, il se retrouve dehors. Donc, ce comité existe dans l'entreprise pour... c'est un comité bipartite. Vous avez le représentant du chef du département, enfin de l'entreprise, qui est généralement le DH, et les employés. C'est défini par la loi, les membres statutaires. Et ces personnes-là doivent travailler au quotidien à s'assurer que, j'allais dire, l'environnement ne pose pas un problème par rapport à l'intégrité physique. Je ne vais pas venir travailler et me blesser et avoir quelque chose qui me tombe sur la tête. Concret. Ben, exemple concret, nous sommes à la RTI. Ici, par exemple, pour travailler, vous avez beaucoup de lumière. Ce comité devra veiller à ce que... l'échafaudage soit bien installé. Voilà, parce que, en plateau, il ne sait pas bien. Pas que quelque chose nous tombe sur la tête. Voilà, c'est en fonction de chaque entreprise, il y a des réalités. Ceux qui sont, par exemple, dans le domaine de la santé, l'hygiène sera beaucoup plus importante pour les personnes qui y travaillent elles-mêmes, mais aussi pour les patients qui viennent. Donc, c'est les conditions, comme on dit, de santé et de sécurité au travail. Il faut que le chef d'entreprise a obligation, la loi lui fait obligation, de veiller à préserver l'intégrité physique et morale de ses salariés. C'est important, parce que comme j'ai dit, on vient d'entreprise pour se réaliser et non pas pour se suicider. Encore moins passer de vie à trépas. Je vais faire un petit rétro-pédalage par rapport, parce qu'on a instauré un quota de 11 plus 1. Oui. 10 plus 1, ça nous fait 11. Ça, c'est la base. Hein. Après, dans le cas où on a moins, quel est le recours? Quels sont les justement, organes? la loi est la loi. La loi vous dit que quand vous avez moins de 10 employés dans votre entreprise, vous n'avez pas d'obligation à avoir un délégué du personnel. D'accord? La loi ne fait pas obligation. Et qui s'occupe des droits et des revendications? Mais justement, après, mais ça, je vous dis vraiment ce que dit la loi. Hein, ça, c'est... Il n'y a pas une jurisprudence quelque part? Je n'en connais pas. En tout cas, je n'en connais pas. Mais vous avez, par exemple, des PME où, je veux dire, la loi est claire. La loi vous dit, voici le minima. D'accord? Pour prendre un exemple très simple, vous devez être salarié, vous avez droit à un jour de repos hebdomadaire. Mais si votre employeur vous en donne 2 ou 3, la loi n'a aucun problème. Voilà. Mais si vous avez droit à un jour, qu'on vous donne un demi-jour, là, vous avez un problème avec la loi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la loi vous dit, moins de 10, vous n'avez pas obligation d'avoir un délégué. Maintenant, si une entreprise estime qu'elle peut, mais je veux dire, oui, il n'y a pas de problème. Monsieur Zawi, peut-être le mot de fin. Avec votre regard de professionnel des ressources humaines, qu'est-ce qui manque, honnêtement, à nos entreprises au niveau des ressources humaines pour être compétitives à l'international? C'est une question... Mais écoutez, je pense déjà qu'on a... On a un problème avec la perception de la notion de travail chez nous. C'est un débat qui revient souvent. Vous avez des pays où pendant longtemps, le Japon pour ne pas le citer, où les gens ont travaillé sans prendre de congé annuel. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils estiment qu'ils sont arrivés à un niveau de développement qui leur permet de... Alors, chez nous, j'observe qu'il y a beaucoup qui trichent avec le travail. Il y a beaucoup dans nos entreprises qui trichent avec le travail. Il y a trop de jours fériés? Écoutez... C'est suscité par des actions bien précises. Non, tout va bien. Les jours fériés, oui, enfin, j'observe avec vous qu'on a beaucoup de jours fériés. Mais tout ça participe... c'est justifié. Voilà, enfin, justifié, vous savez, on peut en discuter jusqu'à demain. Je pars du principe qu'on travaille véritablement à implémenter la culture du respect du travail dans nos entreprises. Parce qu'aller à l'international, là-bas... Ça rigole pas. Voilà, donc je pense que les RH dans les entreprises doivent vraiment veiller à ce que les salariés qui sont payés pour faire un travail fassent leur travail. Et dans de bonnes conditions. Bien entendu. Merci beaucoup, monsieur Valentin. Je vous en prie.